Lundi 10 octobre 2016, à 7 h du matin, le soleil est déjà haut dans le ciel, la température est chaude pour la saison et le vent quasiment nul. Le navire Antea est en effervescence car il est sur le point d'appareiller pour la campagne Iota. Les amarres sont larguées et la passerelle virée. Appartenant à l'IRD, l'Antea est un navire océanographique de la flotte française mesurant 35 mètres de long et pouvant accueillir 23 personnes à bord, dont 10 scientifiques et 13 hommes d'équipage. Il se trouve dans l'océan Indien pour y mener une série de campagnes océanographiques pluridisciplinaires. Aujourd'hui, le bateau part en mer pour une campagne un peu particulière. Il s'agit d'une campagne à but pédagogique destinée à des étudiants de master de l'Université de La Réunion. L'objectif de cette campagne est de mettre en pratique les enseignements théoriques dans le cadre d'un module de formation à l'échantillonnage en écologie. L'objectif pédagogique premier est de mettre les étudiants en situation de terrain dans les eaux réunionnaises. Il s'agit aussi de susciter des vocations. Pas de temps à perdre, il faut se mettre au travail rapidement. Cette première rencontre est l'occasion de réviser les critères d'identification des mammifères marins. Pendant ce temps-là, l'équipage aussi est au travail. Il faudra que le matériel soit opérationnel pour les prélèvements à venir. Il y en a une pour chacun en a une dans les caissons. Mais là, Avant de commencer à travailler sur le pont arrière, une formation pour connaître les règles de sécurité à bord est assurée par Émeric Lebars, second capitaine du navire pendant cette campagne. Tous les embarquants doivent être capables de s'équiper d'une combinaison de survie. Quitte à faire rire légèrement, on ne plaisante pas avec la sécurité à bord. Je suis prêt à sortir le dimanche là comme ça. Je me sens d'un sexy. C'est vrai que c'est assez unique en son genre, il semble. Alors je pense qu'il y a quelques universités spécialisées en océanographie qui ont l'opportunité de faire embarquer des étudiants de master parfois, mais c'est souvent sur des petits bateaux et sur une journée. Là, on a quand même eu l'opportunité de faire une vraie campagne océanographique qui a duré 9 jours autour de la Réunion, divisé en 3 legs de 3 jours. Réunion, on a fait un premier leg qui était dans la région ouest, le deuxième leg c'était sur la partie est, et donc là on va partir ouest et puis après sud, d'accord? Donc les 3 jours vont se ressembler, mais vous allez voir que c'est pas inintéressant parce que le premier jour, en gros aujourd'hui on va vous montrer ce qu'on fait, vous allez plutôt observer. Demain vous allez commencer à participer, puis le troisième jour vous serez quasiment autonome pour pouvoir gérer les manips tout seul, quoi. Sébastien est monté à la passerelle pour discuter avec le commandant de bord, Franck l'Official, de la stratégie de déploiement du filet à plancton en fonction des informations fournies par le sondeur acoustique du navire. Ça sent pas des gélatineux également. Ça va être sûrement de la gélatine. Les deux hommes souhaitent envoyer les filets suffisamment profonds pour prélever un maximum de zooplancton. On attaque la manip d'échantillonnage du zooplancton. Donc pour ça, on utilise des filets à plancton. Il en existe plusieurs modèles. Celui qu'on a choisi nous, c'est un filet qu'on appelle un filet à zooplancton de type bongo. Donc on a 2 stratégies d'échantillonnage. Un premier échantillonnage qui se fait à 200 mètres de profondeur. Donc on va échantillonner en fait entre la surface et 200 mètres. On a ensuite un deuxième échantillonnage qui se fait jusqu'à 500 mètres de fond. Et cette fois, on a 2 filets avec des mailles différentes, une maille de 500 microns et une maille de 300 microns pour avoir d'autres informations sur une couche plus épaisse entre 0 et 500 mètres de fond. Ok, début de filage pour 500 mètres. C'est le commandant qui gère la profondeur de plongée du filet depuis la passerelle. Après 45 minutes de prélèvement, le filet est remonté à bord du navire. Sébastien récupère les collecteurs. Tu nettoies
va bien parce qu'il faut qu'on récupère. Au laboratoire, le tri démarre pour déterminer la quantité de plancton et la nature des organismes prélevés. Là, on fait que celui-là pour l'instant. On va le mettre de côté après dans le pilulier et fixer au formol pareil. Donc là, il faut bien nettoyer. Puis après, je vous montre la deuxième manip. Les échantillons prélevés serviront à décrire les organismes du zooplancton autour de la Réunion, à estimer la biomasse et à analyser leur composition isotopique. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu étales un peu, parce qu'on va essayer d'éviter de récupérer les organismes gélatineux. Les résultats obtenus seront utilisés dans les futurs enseignements de master, mais aussi pour des stages d'initiation à la recherche. Alors que la nuit est tombée et que cette première journée a déjà été bien remplie, les scientifiques sont toujours au travail. Martin, l'ornithologue de l'équipe, est en train de trier des photos prises pendant la journée. Sébastien et Jean-François préparent la mise à l'eau de nouvelles sondes de mesure. C'est une sonde qui fait des mesures des profils verticaux de température. L'avantage de cette sonde, c'est qu'elle peut être tirée depuis n'importe quel type de bateau. Il suffit d'avoir un lanceur, des sondes, et puis le lanceur est relié à un ordinateur avec un logiciel. C'est Julien qui va mettre la sonde XBT à l'eau sous la surveillance de Jean-François. Une sonde XBT permet de réaliser un profil de température entre la surface et une profondeur pouvant atteindre 700 mètres grâce à la transmission des données par le fil de cuivre. Julien doit prendre soin de ne pas casser le fil de cuivre et attendre qu'il ait fini de se dérouler. Mon rôle ici sur la campagne, ça va être de sensibiliser les étudiants sur les mesures de physique et de physico-chimie qui permettent de caractériser les masses d'eau et de définir ainsi l'habitat des espèces qui seront étudiées par les biologistes. L'idée, c'était de montrer aux étudiants ce que c'est qu'un profil vertical, ce qu'on appelle la CTD, une sonde qu'on utilise en océanographie pour mesurer la variation sur la verticale de paramètres tels que la température, la salinité, l'oxygène dissous dans la masse d'eau. La sonde CTD est mise à l'eau à l'aide du treuil. Elle va rester quelques secondes en surface, le temps que les différents capteurs s'équilibrent avec l'eau de surface. Elle est ensuite envoyée à 1000 mètres de profondeur. Pendant la descente et la remontée, les capteurs enregistrent en continu les différents paramètres physico-chimiques qui permettront de caractériser la colonne d'eau. Une fois à bord, les données enregistrées par la sonde vont être téléchargées sur l'ordinateur afin de pouvoir sauvegarder les données et visualiser les profils verticaux. Les profils sont numérotés de 0 à suivre. Dès que les caractéristiques physico-chimiques de la masse d'eau sont connues, il est possible de décider des profondeurs auxquelles de l'eau va être prélevée pour y mesurer les concentrations en sels nutritifs, en oxygène, en chlorophylle et la composition isotopique de la matière organique particulière. L'équipe commence par prélever de l'eau de surface au seau, puis continue les prélèvements en profondeur à l'aide de bouteilles Niskin. Là, on est en train de faire des prélèvements d'eau à différentes profondeurs. Donc pour ça, on utilise des bouteilles qui sont spécifiques pour ce genre d'opération. D'abord, on a regardé le profil de chlorophylle en particulier, mais de température, etc., qui était mesuré par la CTD. À partir de ce profil, on a déterminé à quelle profondeur on veut échantillonner l'eau. Et à partir de ces profondeurs, on a calculé quelle longueur de câble il faut filer entre chaque bouteille. Donc là, on a mis les deux premières bouteilles. Après, on laisse dérouler le câble pendant 160 mètres. Et au bout de 160 mètres, on a atteint la longueur de câble qu'il faut pour échantillonner le Fmax, donc 90 mètres. On envoie le messager donc, qui va permettre de fermer les bouteilles les unes après les autres, le long du câble. On attend 2 minutes pour être sûr que toutes les bouteilles sont fermées. Et là maintenant, donc, on remonte les bouteilles, on va les décrocher les unes après les autres du câble et on va pouvoir faire les prélèvements d'eau pour cette première manip. On met d'abord le haut, on gaz d'abord le haut. Voilà.
Les étudiants prélèvent l'eau des différentes bouteilles qui servira aux mesures physico-chimiques. J'ai trouvé ça très intéressant de voir les sanités, températures, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas voir les résultats finaux puisque c'est envoyé au laboratoire pour être analysé ailleurs. D'ailleurs, même pas forcément à La Réunion, mais ça peut être fait en métropole parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel nécessaire. Ou en Afrique du Sud. Après une nouvelle journée d'échantillonnage et de travail de laboratoire, et une fois la nuit tombée, il est temps de mettre à l'eau le chalut pélagique. Ce filet va être tracté à l'arrière du bateau entre 200 et 250 mètres de profondeur pendant une trentaine de minutes. Cela va permettre d'échantillonner des organismes consommés régulièrement par les grands prédateurs marins, tels que les espadons et les dauphins. Ces organismes sont principalement des poissons, des crustacés, des céphalopodes et des organismes gélatineux qui remontent la nuit vers 200 mètres de profondeur pour s'alimenter. Ce que moi je préfère particulièrement, c'est tout ce qui est chalut et benne, c'est-à-dire voir les organismes tels quels et les identifier. Tout ce qui est vraiment macro, on peut voir des espèces qu'on ne voit jamais, puisqu'on a pu voir des espèces se situer à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et du coup, on a pu voir par exemple des poissons qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire les poissons des profondeurs. On a pu voir des juvéniles de ski, de langoustes, etc. On a pu voir beaucoup de choses différentes qu'on ne voit jamais et qu'on ne verra sûrement jamais après d'ailleurs. L'équipe est partie pour plusieurs heures de travail d'identification et de conservation des spécimens. L'identification finale et l'analyse des animaux se feront au laboratoire une fois revenus à terre. Cédric et Julien se sont attaqués aux céphalopodes et aux crustacés, pendant que dans l'autre laboratoire, Sébastien, Côme et Tonin travaillent sur les poissons. C'est vrai que c'est vraiment une expérience unique qu'on ne s'attendait pas à vivre. C'est vraiment complet en termes d'expérience, que ce soit au niveau de la filtration des eaux, au niveau des différentes stations. C'est marrant parce qu'on les distingue quand même bien, les espèces entre elles. On a vraiment fait énormément de choses qui peuvent servir pour plusieurs aspects différents pour notre avenir professionnel, surtout dans le parcours qu'on a aujourd'hui. C'est une expérience que peu de personnes, en tout cas en master, ont l'occasion de faire, participer à une mission sonographique. C'est debout 6h30 du matin, les manips à 7h jusqu'à très tard le soir. Pendant 3 jours, c'est du concret et vraiment on a tout ce qu'il nous faut. Ce matin, Laura va déployer un hydrophone pour initier les étudiants à la bioacoustique, très utilisée dans l'étude des mammifères marins. Il va tomber, mais on va voir. On va voir comment ça se passe. Aujourd'hui, du coup, je suis sur l'Antea, dans un but de sensibilisation à l'acoustique sous-marine, une petite introduction auprès des étudiants du master Bestali à La Réunion. On a fait du coup des petites manips de bioacoustique pour essayer d'entendre des mammifères marins, tout en passant par le théorique en fait de la bioacoustique sous-marine. Hop, tiens, t'entends un chip, chip. Je pense que c'est le sondeur du bateau. Et après, on entend comme des bulles, ça doit peut-être être des bulles et bruits de coque. Là, on a 15 mètres de câble. Et après, j'ai accroché une petite bouée. Et du coup, il tombe à 5 mètres. Je leur ai montré un petit peu tout ce qu'on faisait aussi après les enregistrements, c'est-à-dire le post-traitement acoustique, à l'aide donc de spectrogrammes et de différents logiciels de bioacoustique. On a la possibilité de faire des filtres par rapport à différentes fréquences. Mais le problème, c'est qu'il faut essayer de ne pas trop filtrer non plus. Parce que si je suis souvent les bruits parasites des bateaux, etc. sont en basse fréquence. Donc si je filtre trop les basses fréquences, je peux perdre des signaux, par exemple, de baleines. Il y a eu un encadrement qui était quand même très conséquent, avec des scientifiques comme Martin du programme Life+, Laura de Globis, qui nous du coup donnaient des informations sur différentes branches qu'on n'a pas forcément l'occasion d'étudier en cours, vu qu'on n'a pas forcément de spécialistes à disposition. Ouais, on a pu faire des écoutes de mammifères marins, observer des dauphins, qui était quand même une expérience relativement exceptionnelle. On a pu bosser sur les oiseaux, regarder les pétrels un peu, les patterns de vol, etc., prendre des photos. Donc c'était vraiment une expérience un peu touche à tout que j'ai trouvé très intéressante et qui du coup me conforte dans l'idée que le marin c'est ce qui m'intéresse. Ça donne vraiment envie de bosser dedans. De retour sur les côtes de l'île, il est temps de repasser à l'avant du bateau, les jumelles autour du cou, pour compter et identifier les oiseaux marins. Pour cela, il faut des conditions de mer relativement clémentes.
L'activité est supervisée par Martin. Mon intervention dans le cadre de la campagne IOTA a pour but de sensibiliser les étudiants aux enjeux de conservation sur les oiseaux marins de la Réunion et particulièrement les pétrels. Donc l'idée c'est aussi de leur apporter des clés pour qu'ils puissent identifier les oiseaux de la Réunion qui se situent en mer, les pétrels, les puffins, et acquérir des bases d'identification puisque certaines espèces sont assez difficiles à identifier. Il y a également les nodis qui nichent sur la petite île sur la côte sud. Donc tout ça nécessite de bonnes compétences, une assez grande expérience de terrain. Et donc l'idée c'est justement de mettre les étudiants la main à la pâte pour observer dans de meilleures conditions la vie faune marine autour de la Réunion. Il est très important à mon sens qu'ils puissent être vraiment sur le terrain pour acquérir le plus de connaissances et de compétences rapidement. En cette dernière après-midi de campagne, l'équipe s'apprête à récolter des sédiments au fond de l'eau et les organismes associés à l'aide d'une benne à sédiments. C'est une benne qu'on appelle la benne Van Veen. On l'envoie à l'eau sur 70 mètres, elle va descendre à 1 mètre par seconde. Et puis quand il arrive à 5 mètres du fond, il va accélérer pour qu'elle prenne de la vitesse et qu'elle aille se planter dans le sédiment. D'accord ? Donc elle va se planter. Et du coup ça va détendre les bras et elle va pouvoir se refermer. Donc ça c'est des bennes qui permettent d'échantillonner les sédiments de surface jusqu'à une vingtaine de centimètres maximum. Ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamiser. Donc là, trempe le tamis dans la flotte pour... Face à l'étang du Gol et proche de l'embouchure de la rivière Saint-Étienne, les sédiments sont très fins et la boue est abondante. Ah, il y a des vers, ouais. Ah, c'est même pas un ver, ça c'est un poisson, on dirait. C'est un congre, je pense, un hétérocongre. Ouais, on va le garder pour faire de l'isotope dessus. Ouais, ça va aller, on va trier avec la pince après. Ouais. C'est bon. Bon, on peut ramener ça au labo là-bas maintenant et puis on va regarder plus en détail. Ouais. La fraction de matériel conservé dans le tamis est petite. Les organismes les plus abondants sont des vers qui aiment ces environnements boueux, riches en matière organique. Sur le trajet du retour, il est temps de prendre un moment de repos et de partager ses premiers ressentis après cette expérience de 3 jours en mer. Pour l'équipage, le travail n'est pas terminé. Il faut préparer le navire à accoster. Le port est maintenant en vue et il est temps de tirer un premier bilan de cette campagne. La campagne IOTA était la première du genre. Après 9 jours de formation autour de la Réunion, le bilan est très positif. Le travail de valorisation des données et échantillons prélevés sera encore long de retour à terre, mais il servira à la formation des futures promotions de Master Best de l'Université de la Réunion. Pleinement satisfaite par cette expérience, l'équipe pédagogique songe déjà à une 2e édition.